Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous tech bien sûr de Bismart. Je suis ravie de vous retrouver pendant une heure et puis vous retrouverez bien sûr Delphine Sabatier ce vendredi. Au sommaire de cette émission, la food tech ou la nourriture de demain. À l'heure des restrictions sanitaires et des difficultés que traversent les restaurateurs, le numérique peut-il sauver la cuisine? Nous poserons la question à notre premier invité, Baptiste Aubourg, conseiller culinaire. Comme chaque jour, Cécilia Sévry sera avec nous pour son JT de l'innovation. Le débat aujourd'hui portera sur l'entreprise du futur. À quoi ressemblera l'entreprise de demain? Sera-t-elle à impact? Sera-t-elle digitalisée? Connaissons-nous déjà les métiers qui la composeront? Réponse tout à l'heure avec nos invités. Et puis, comme tous les lundis en fin d'émission, notre spécialiste du biomimétisme, Sidney Rostand, nous rejoindra en plateau pour parler production d'énergie. Mais d'abord, nous commençons donc cette émission avec un sujet plus que jamais d'actualité. Quel avenir pour la cuisine et la restauration? Le numérique peut-il les sauver? Pour répondre à ces questions, Baptiste Aubourg est aujourd'hui mon invité. Bonjour Baptiste, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes conseiller culinaire et créateur de l'agence Ventre. Je le disais dans le sommaire, dans ce contexte un peu particulier de crise sanitaire, est-ce que c'est important aujourd'hui de se poser la question de ces nouvelles technologies dans la nourriture? Écoutez, oui, c'est plus d'actualité. Alors depuis maintenant, je crois près de 20 ans, avec, on s'en rappelle à peu près tous, les premières émissions de télé comme Cyril Lignac avec Oui Chef, où l'idée était de créer from scratch une émission de cuisine. C'était uniquement diffusé sur la télé, mais avec l'avènement des plateformes sociales, communiquer sur le web et sur ces nouveaux médias est devenu primordial et très important pour la plupart des acteurs de ce milieu-là. Maintenant, la question est de savoir où placer le curseur et quelles limites ne pas franchir et rester focus un peu sur son activité qui est celle dans laquelle la cuisine faire à manger. C'est devenu primordial selon vous? Alors, primordial dans une certaine mesure, oui. Pour la plupart des jeunes chefs, se passer des réseaux sociaux, notamment alors dans les grandes métropoles, pour attirer cette population qui consomme et qui transforme un petit peu après avoir consommé du contenu sur le web. Oui, il faut se positionner sur les plateformes. Que ça soit avec de la photo, de la vidéo. Moi, je suis assez expert en vidéo, donc je pousserai toujours à fabriquer du matériel vidéo. Mais pour moi, alors bien sûr, on peut s'en passer, mais je trouve que c'est dommage de passer outre alors que tout est à dispo pour fabriquer du matériel qui est plutôt de bonne qualité aujourd'hui. Quand est-ce que vous diriez que la vidéo est arrivée dans le monde de la cuisine? De quand ça date? Bah, je vous le disais, moi, pour moi, alors je suis issu de la génération 90 là, qui a traversé les clubs Dorothée, etc. Mais j'ai aussi traversé les émissions de cuisine. Moi, j'ai le souvenir des premières émissions sur M6 là. C'est vraiment la chaîne qui a vraiment poussé la cuisine à la télé, d'après moi. TF1 a suivi après avec MasterChef, mais là où M6 a été un petit peu meilleur, c'est qu'ils ont lancé un tout petit peu avant Top Chef. Et je crois que dans le monde, Top Chef en France est le seul pays dans lequel Top Chef marche mieux que MasterChef. On est un exemple unique, comme pour beaucoup de choses. Mais oui, moi j'identifie ça à une quinzaine d'années. Et d'après moi, c'est un cercle qui se mord la queue, à savoir qu'on est en fin de cycle et qu'on va retourner sur sur des émissions un peu essentielles où pour moi, ça va être, on va retracer les chemins d'un cuisinier qui veut créer son propre restaurant de zéro, quoi. Pour moi, de toute façon, la cuisine, comme plein de domaines, c'est un cycle. Et là, pour moi, on est vraiment en fin de cycle aujourd'hui dans ce milieu-là. À quoi elle sert la vidéo dans la cuisine? Quelle histoire elle sert exactement à raconter? Vous parliez de Top Chef, mais aussi des réseaux sociaux. Ça raconte une histoire sur quoi? Sur le cuisinier, sur la cuisine? C'est tout ça qui intéresse aujourd'hui les gens? Je crois qu'aujourd'hui, les gens recherchent, enfin, on a peut-être un peu marre de la cuisine un peu figée. Je crois que on recherche maintenant, on s'adapte à un contexte qui est quand même vraiment très particulier, donc on recherche une expérience. Et l'expérience en cuisine, c'est du mouvement, donc c'est évidemment être sur place, consommer un service au restaurant, une expérience vin, découvrir plein de choses. Et quand on consomme la cuisine sur le web, c'est des vidéos. Donc il faut arriver non plus. Je pense que le temps est révolu des plats où on allait au restaurant pour un plat bien particulier.
Je pense qu'aujourd'hui, on va au restaurant pour rencontrer un chef, pour le voir en cuisine, pour goûter un vin exceptionnel et aussi manger un peu en dehors de l'assiette. Donc c'est consommer autrement, quoi. Donc vraiment des restaurants qui sortent un peu du lot. Donc il y en a plein qui existent, mais qui coûtent très cher, comme au Danemark, où on vit vraiment une expérience. Mais aussi, ça passe aussi par les plateformes comme Uber, Deliveroo. C'est un peu dommageable pour plein de raisons, pour le lien social, mais aussi il faut accepter que la méthode de consommation des restaurants évolue avec le temps. Ouais, je voulais vous faire rebondir là-dessus. Quels sont les risques justement de peut-être trop de vidéos, trop de tech dans la nourriture? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de lien social, perte de convivialité? Ça peut être les dangers? Ouais, si. Alors moi, je suis ça de très près, les dark kitchens, donc les laboratoires de cuisine qui s'ouvrent seulement pour la livraison. Je trouve ça Qui se aussi sont beaucoup fascinant développés que. pendant le confinement. Oui, alors ce que je disais, c'est que je trouve ça autant fascinant que désolant, dans le sens où, alors oui, faut accepter que c'est un autre business que la restauration sur place, commerciale. On est vraiment le business de la livraison, donc il faut faire attention. Le restaurateur doit faire attention à ne pas confondre les deux métiers. Je trouve que cumuler les deux métiers pour un restaurateur est très compliqué. Envoyer sur place et à emporter, je trouve que c'est logistiquement, intellectuellement, je trouve ça très très dur et souvent c'est un peu déceptif pour la personne qui reçoit le repas, car l'expérience, s'il connaît l'expérience sur place, elle sera forcément différente que celle à emporter. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ça la difficulté, c'est que il faut réussir à comprendre qu'il faut faire son choix et faut se spécialiser dans l'un ou dans l'autre. Malheureusement aujourd'hui, c'est une source de revenus complémentaire qui est indispensable pour les restaurateurs, donc ils passent d'un exercice à l'autre, et c'est ça la vraie difficulté. Et moi je l'ai su, je trouve ça mais très 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 dur pour eux aujourd'hui de cumuler les deux métiers, mais ils n'ont pas forcément le choix pour la plupart d'entre eux. Un mot, Baptiste, un dernier mot sur les datas. Les datas dans la nourriture, à quoi servent-elles? Quelles informations, vous, je sais que vous les utilisez assez régulièrement, qu'est-ce qu'elles vous donnent comme information? Alors dans mon cas très précis, oui, c'est lorsque je fais des vidéos un petit peu diffusées sur les plateformes comme alors Facebook, TikTok et autres. Systématiquement, enfin moi pour mon cas en fait, j'ai construit les vidéos, je choisis des thèmes en fonction des tendances très actives, vivantes sur le web. Donc j'utilise des alors soit je fais ça un peu manuellement, je vais sur Pinterest, Instagram, j'essaie d'aller voir quels sont les contenus qui ont engagé énormément, donc qui ont créé de la discussion, du like, ou alors j'utilise des logiciels qui permettent de scraper l'information et de faire ressortir les contenus qui sont hyper viraux. Et je sais pas, par exemple, ça va être Beyoncé qui est allée chez Starbucks la veille manger un milkshake licorne. Ben moi, je vais réutiliser cet exemple. Je vais me dire que voilà, j'ai vu que ça avait marché, les gens avaient adoré. Ben, pour réutiliser ça, pour en faire une vidéo de cuisine, ou d'une manière ou d'une autre, on va faire réapparaître visuellement un peu ce milkshake licorne. Et on sait, vu que ça a été approuvé par la data et que ça a marché sur un autre support, une autre plateforme avant, on est à peu près sûr que déjà ça va marcher sur le nouveau contenu créé. Donc l'idée, c'est que vraiment, Une moi, nouvelle manière de détecter les contrairement au tendances. passé, ouais, contrairement au passé, moi, je disais que j'étais sûr de plein de choses, mais au final, moi, je me base que par rapport à la data. Aujourd'hui, c'est très compliqué de créer des choses en cuisine, de faire des choses très nouvelles qui sortent de l'ordinaire. On doit toujours se baser sur de l'existant. Je pense que c'est le cas aujourd'hui en bouffe. Et donc voilà, moi, c'est mon boulot, c'est d'adapter le message en fonction du client ou de la plateforme et de l'audience, parce que je veux pas faire du jeunisme, hein, j'ai 35 ans, donc TikTok, c'est évidemment un public assez jeune, donc il faut essayer de le comprendre, ce public. Donc voilà, c'est la data, et c'est essayer d'aller scraper un peu cette information, d'essayer de comprendre un peu cette nouvelle audience. Merci beaucoup, Baptiste Aubourg, pour votre éclairage aujourd'hui sur la food tech. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, créateur de l'agence Ventre. On enchaîne tout de suite avec le JT de l'innovation. Le JT de l'innovation présenté comme tous les jours par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva.
Alors aujourd'hui, on commence à parler toujours food tech, comme notre sujet du jour. Oui, tout à fait. Pour commencer, je vous parle d'une start-up qui veut révolutionner le monde de la viande. Elle s'appelle Savor Eat. La start-up israélienne développe actuellement un appareil capable d'imprimer en 3D et de cuire des steaks végétaux simultanément. La start-up vise d'abord les chaînes de fast-food, car sa première ambition, ce n'est pas de vendre cet électroménager à vous ou moi. Quand elle vise les chaînes de fast-food, elle commence d'ailleurs par la chaîne Burgus, Burger Bar. C'est l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide d'Israël. Son produit va être testé dans les restaurants de la chaîne d'ici 1 an. Ensuite, seulement la commercialisation sera envisagée à condition que son tour de table soit réussi. Une levée de fonds qui est en cours de 3,5 millions de dollars menée par Next Food, un fonds d'investissement israélien spécialisé dans la food tech. Cécilia, on poursuit sur un tout autre sujet, les catastrophes naturelles. Oui, parce que Google étend sa solution pour prévenir les inondations à toute l'Inde et même un petit peu une partie du Bangladesh. Un service de prévision des inondations qui utilise le machine learning. L'application identifie les signaux d'un séisme ou d'une inondation imminente. Elle avertit alors les utilisateurs avant l'arrivée de l'eau. Une application qui couvre désormais toutes les zones touchées par ces inondations régulièrement. D'après la société, 200 millions de personnes en Inde et 40 millions au Bangladesh peuvent désormais recevoir des alertes de leur téléphone. Jusque-là, l'application a envoyé plus de 30 millions de notifications aux utilisateurs avec des appareils Android. Et puis enfin, même problème, mais autre destination. Oui, dans les écoles primaires japonaises, on utilise ce qu'on appelle le Disaster Scope, une application de réalité augmentée pour smartphone. Elle est accompagnée d'un boîtier 3D adapté bien sûr au smartphone pour cet usage particulier. Elle a été développée dans le Centre national de recherche pour les catastrophes naturelles au Japon. Le but, c'est préparer bien sûr les enfants à ces catastrophes. L'application simule les inondations et les séismes, comme vous pouvez le voir sur les images juste devant vous. Et vous le voyez donc, la simulation est tout à fait complète. On voit des objets bloqués par la présence des enfants. Et puis c'est extrêmement interactif. Tout est ajustable. L'intensité de l'inondation, son niveau, la puissance des courants. On peut même regarder sous l'eau. Et résultat, même le plus jeune des élèves peut comprendre et appréhender surtout les dangers d'une inondation, par exemple. Ils peuvent donc rapidement réaliser si l'endroit est adapté ou non à une situation catastrophique. Merci beaucoup Cécilia de nous avoir présenté toutes ces innovations. On se retrouve demain, bien sûr. On passe à notre débat du jour. On parle entreprise du futur. À quoi ressemblera l'entreprise du futur? Sera-t-elle plus intelligente, plus collaborative, mieux adaptée aux clients? On va poser la question à nos invités. Christophe Bis, bonjour. Vous êtes grand reporter au magazine L'Usine Nouvelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Stéphane Roder, PDG de AI Builders, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ingrid Kandelman, responsable du labo sociétal de l'École centrale de Marseille et cofondatrice du programme L'entreprise qui vient, nous rejoindra tout à l'heure en visio. Armand Hatchuel, professeur entre autres en sciences de gestion à l'université Mines Paris Tech, et lui, normalement, déjà avec nous en visio. Bonjour Armand. Bonjour. On va commencer avec vous. Avant de parler de digitalisation, de transformation des métiers, on en parle beaucoup plus depuis quelques semaines, l'impact environnemental et social des organisations. Est-ce que l'entreprise de demain sera-t-elle, selon vous, une entreprise à impact ? Alors je dirais pour ma part qu'elle sera, oui, une entreprise à impact, mais peut-être plus précisément qu'une entreprise à impact, qu'elle sera une entreprise à mission. Et je vous remercie de m'avoir invité parce que lorsqu'on réfléchit à l'entreprise du futur, et ce n'est pas un exercice nouveau, hein, depuis des décennies, régulièrement on y réfléchit. Mais en général on y réfléchit soit à partir du renouveau technologique, soit à partir d'une réflexion sur l'organisation ou le management. Ce que je crois, là où la France a innové même radicalement, c'est qu'à partir d'un certain nombre de travaux, la réponse a consisté à dire l'entreprise de demain ne sera pas si elle reste l'entreprise telle qu'on la connaît, c'est-à-dire telle qu'elle est définie dans le droit
dans les institutions et telle que, finalement, historiquement, elle a été pensée à la fois par les économistes, les gestionnaires au sens traditionnel du terme. Oui, parce que Et c'est ça, rappelons-le, voilà. Armand Hattuel, pour ceux qui nous regardent, une entreprise à mission, c'est bel et bien écrit dans ses statuts. Ça veut dire que juridiquement, l'entreprise se contraint à respecter des normes sociales, environnementales. C'est cela. Et c'est même un petit peu plus que cela, mais je crois qu'il faut d'abord expliquer à nos auditeurs que c'est une innovation française. Il existait déjà des formes d'entreprise à mission, mais ce que vient de faire la France depuis un an, c'est d'instaurer, et pour la première fois de l'histoire, une société anonyme qui se dote d'une mission et qui surtout accepte que cette mission soit contrôlée exactement comme depuis un siècle et demi, on contrôle les comptes habituellement. Donc c'est la première fois de l'histoire qu'on a une entreprise qui peut se doter d'objectifs sociaux, mais sociaux c'est au sens large, ce n'est pas uniquement les rapports sociaux ou des dialogues sociaux, elle peut se donner des objectifs de recherche, elle peut se donner des objectifs de transformation, elle peut se donner des objectifs de relation avec son territoire. Eh bien c'est tout cela que le droit français permet et qui s'est mis en marche depuis maintenant un an, et de manière d'ailleurs beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait. Et donc, d'où mon sentiment, et plus qu'un sentiment, en tout cas que l'entreprise du futur adoptera des cadres juridiques et institutionnels novateurs. Donc, c'est là, je crois, aujourd'hui le point important. Vous le disiez, la France donc est à la pointe alors sur ces sujets-là. Est-ce que selon vous, on change quand même véritablement de paradigme sur l'objectif d'une entreprise qui est quand même lucrative? Enfin, principalement, son objectif, c'est de faire de la croissance. Oui, alors ça, c'est la vision traditionnelle. La nouvelle vision n'annule absolument pas le but lucratif. Simplement, elle dit, il n'y a aucune raison qu'une société qui va transformer le monde, qui va bousculer les rapports humains, qui va introduire des formes de civilisation nouvelles, ne prenne pas en compte le fait qu'elle transforme précisément la société et la vie. Et donc qu'elle se donne des objectifs contrôlables. C'est ça la nouveauté. Des formes américaines de société à mission ont existé depuis une dizaine d'années, mais elles n'étaient pas opposables et elles n'étaient pas inscrites, si vous voulez, en tant que régime d'objectifs qui peut être contrôlé de l'extérieur. Et c'est en cela que la France a innové. Mais je crois que le changement de paradigme, il est très important, et on peut le résumer en un mot. L'entreprise, comme n'importe quel acteur, ne peut pas être réduit à un agent économique. Scientifiquement, ça ne tient pas. Quand vous agissez, vous n'êtes pas qu'économie. Vous bouleversez autour de vous, vous changez la vie des gens, et en ce sens, il est tout à fait normal que vous vous dotiez d'objectifs qui correspondent à ce que vous promettez aux gens, à vos parties prenantes, à vos clients, mais aussi au territoire, mais aussi, au fond, à vos futurs collaborateurs, à qui, au fond, vous promettez que leur travail aura une certaine signification. Alors, je voudrais aussi signaler, pour être honnête, qu'il y a depuis un an dans le droit la possibilité pour une entreprise de se doter d'une raison d'être. Alors tout cela est venu de la loi Pacte, du rapport Nota-Sénar et des travaux de chercheurs, dont ceux de mon équipe, qui ont contribué à cette révolution paradigmatique. Et le moins qu'on puisse constater, on l'a constaté encore récemment, c'est qu'au fond, beaucoup de pays aujourd'hui nous regardent, s'intéressent à cette transformation parce qu'elle correspond aux besoins du temps. Merci beaucoup Armand Hattuel d'avoir été avec nous, de nous avoir aidés à poser ce débat sur l'entreprise de demain, l'entreprise du futur. Est-ce que vous vouliez réagir, Christophe Bis, sur ce qu'on vient de dire? L'entreprise de demain sera-t-elle à mission? Sera-t-elle à impact? Et je voulais aussi vous entendre sur le rôle de la jeunesse peut-être aussi là-dedans. Oui, je pense que Armand Hattuel a bien évidemment raison. L'entreprise à mission est une vraie nouveauté française qui va être poussée par les textes, qui est poussée par des travaux universitaires. Mais au-delà de ça, on a beaucoup parlé de clients internes pour parler de l'interne des entreprises. Et on voit très bien,
je prends juste une expérience personnelle qui est depuis plusieurs années. Je m'occupe d'un titre qui s'appelle, d'un hors-série qui s'appelle Le Guide de l'ingénieur. Année après année, on voit les jeunes ingénieurs qui disent je veux aller dans l'entreprise pour la transformer parce que j'ai des convictions. Alors, ils n'y arriveront pas, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on voit très bien qu'il y a une prise de conscience des jeunes sur certains sujets et qui veulent que l'entreprise bouge avec eux. Il se passe quelque chose. Oui, il y a quelque chose là. Something is happening. Il se passe quelque chose aussi avec la jeunesse. Oui, elle est beaucoup plus orientée sur le digital. Et donc, ça transforme complètement aujourd'hui les entreprises. Et il y a une vraie prise de conscience, en fait, de la notion de la donnée et de l'impact de la donnée sur la performance de l'entreprise pour les jeunes générations, effectivement. On va y revenir sur la digitalisation, notamment l'intelligence artificielle, parce que c'est votre sujet aussi. Je voulais juste vous poser une question. Est-ce qu'on a Ingrid avec nous ? Bonjour. Ingrid Kandelman, bonjour. Vous êtes responsable du labo Sociétat de l'École centrale de Marseille. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand on parle d'entreprises du futur, on parle aussi de métiers et de métiers complètement différents. Une étude de la Banque mondiale annonce qu'à l'horizon 2030, 70% de destruction des emplois existants sous l'effet de la robotisation. Voilà l'étude. L'entreprise du futur, c'est aussi celle-là, Ingrid, des emplois diamétralement différents. Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur l'impact de l'intelligence artificielle et sur la destruction des emplois. Ce qui est sûr, c'est que même si on ne connaît pas vraiment la véracité de ces chiffres, il va falloir accompagner beaucoup dans les organisations, se transformer, et que même si les emplois ne sont pas complètement détruits, ils vont en grande partie, dans une majeure partie de leur activité, évoluer, et donc il va falloir dans les organisations pouvoir accompagner ces mouvements. Et on sait que dans les entreprises, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, en fait. La mobilité interne, accompagner des collaborateurs vers de nouvelles tâches, c'est pas simple, donc ça va forcément être très important dans les années qui viennent pour toutes les organisations. Ouais. Qui doit les accompagner, Ingrid Kandelman ? Les pouvoirs publics, les formateurs, des organismes privés ? Comment ça se passe ? Je pense que, vu l'ampleur de la tâche, il faut que tout le monde accompagne ce mouvement-là. Ça va démarrer au plus tôt dans les écoles, évidemment, et puis dans les organismes de formation, avec un soutien des pouvoirs publics, évidemment. Ça, de toute façon, je pense qu'il faut absolument tous les acteurs s'engagent sur ce sujet qui est un sujet de société majeur, évidemment. Mais c'est intéressant, aujourd'hui, plus que jamais, nous ne sommes pas au courant des métiers, des entreprises dans 20 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il va falloir développer peut-être des compétences qui sont les compétences d'adaptation avant toute chose. C'est bien, il ne suffit pas de savoir faire quelque chose, il faut aussi savoir le transmettre. Moi, en écoutant Madame, je pensais récemment à une étude qu'a réalisée l'EM Normandie, l'école de management de Normandie, sur les métiers financiers, qui montre que les métiers financiers vont complètement changer, notamment grâce à Monsieur, parce qu'il y a de la data, de l'intelligence artificielle, et qu'il y a des gens qui recueillaient, traitaient la donnée, qui y passaient beaucoup de temps. Demain, ça va se faire plus ou moins automatiquement. À l'inverse, le financier de demain, ça sera celui qui sera capable d'expliquer le résultat de la machine. Donc oui, on ne sait pas exactement quel sera le contour du métier, mais on peut, je pense, déjà réfléchir aux compétences du futur. Est-ce qu'on est inquiet sur l'obsolescence des compétences et la destruction des emplois, ou finalement non ? Est-ce que ça va être quelque chose de positif ? Est-ce que ce sera producteur, créateur finalement d'emplois, cette intelligence artificielle ? Oui, on le voit d'ores et déjà. On voit de nouveaux métiers apparaître, comme par exemple le métier de data engineer, qui n'existait pas il y a même 3 ans. J'ai noté Chief Data Officer, Data Scientist, ingénieur, voilà. Big Data, tout ça, c'est des métiers qui arrivent. Tout ça, ce sont des métiers de plus en plus. Dont on a de plus en plus besoin dans l'entreprise. Et ces métiers viennent compléter en fait les métiers qui existent, leur apporter de nouvelles valeurs, et on ne pourra pas s'en passer. On en est où aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans les organisations ? On en est au tout début. On a une vraie prise de conscience aujourd'hui de la nécessité d'intégrer en fait ce type de technologie dans, je dirais, 50% des organisations. Il y a encore du travail à faire, d'éducation en fait des chefs d'entreprise et des comités de direction pour qu'ils comprennent en fait l'intérêt et surtout la performance que ces technologies vont apporter, notamment au niveau de la compétitivité
de leur entreprise. Selon vous, il n'y a aucun doute sur l'implantation pérenne, globale de l'intelligence artificielle dans nos organisations? Absolument aucun doute. C'est inéluctable. Dans 5 ans, on sera, je pense, 5 à 10 ans, on sera tous équipés au même titre que... C'est la même question que la bureautique. Si vous m'aviez posé la question de la bureautique dans les années 80, je vous aurais dit, ah oui, ça, on ne va pas y couper. Là, c'est pareil, c'est le même niveau. On a une sorte d'upgrade, en fait, des capacités de traitement qu'on va mettre à disposition des entreprises, des métiers, mais aussi des process. On va revoir entièrement des process d'entreprise que l'on va optimiser à l'aune de ces nouvelles technologies. Comment combiner, on parlait avec Armand Actuel d'impact social, environnemental, comment combiner la data et puis une version aussi éthique de l'entreprise? Je pense que la data, elle peut aider, puisqu'elle peut aussi, il peut y avoir des capteurs. On rentre un peu dans la science-fiction. Je ne sais pas à quelle heure là, je ne sais pas vraiment à quel horizon ça peut arriver. On peut très bien imaginer des capteurs qui, en temps réel, c'est quand même je pense à une start-up dont j'ai malheureusement oublié le nom, qu'ils ne m'en veuillent pas, mais qui a mis des capteurs partout, par exemple dans l'industrie chimique, pour pouvoir quasiment en temps réel savoir s'il y a un problème, intervenir, on peut agir beaucoup plus vite. Il y a vraiment, dans la technologie, il y a toujours les deux faces. Ça peut être Minority Report et la fin des libertés, mais il y a aussi de formidables opportunités qui s'ouvrent, me semble-t-il. Ingrid Kandelman, vous êtes d'accord avec ça? Les deux sont compatibles, même ils se tirent vers le haut, la data, l'impact environnemental? Oui, les deux sont compatibles et ils seront toujours présents. Ce qu'il va falloir, c'est essayer justement d'accompagner les collaborateurs dans les organisations pour qu'ils soient aussi capables de faire des choix éclairés par rapport à toutes ces technologies qui vont s'implanter, parce qu'on va toujours avoir le choix de savoir finalement le futur vers lequel on veut aller, c'est le futur qu'on va inventer. Donc ce qu'il faut, c'est donner des moyens à chacun de construire un futur souhaitable du travail et de ne pas déployer des technologies parce qu'elles sont à la mode et qu'on a envie de suivre comme ça des grandes vagues sans s'interroger sur les effets que ça peut avoir et reprendre un peu la main sur tout ça. Est-ce qu'à ce niveau-là, selon vous, la crise est une opportunité? Oui, je pense que c'est une opportunité. Je pense que ça a quand même fait changer le regard de pas mal de gens sur cette question des futurs qui s'offrent à nous. Je pense que jusqu'à maintenant, on voyait un peu le futur comme quelque chose qu'il fallait anticiper, auquel on allait se préparer, très technologique vers lequel on allait, une entreprise très performante dans laquelle la technologie allait nous permettre de tout faire. Et je pense qu'on a compris qu'on avait construit des modèles de production qui étaient quand même assez vulnérables et que finalement l'avenir était très très incertain, en tout cas qui serait frais sûrement de crises à répétition et qu'il fallait sûrement imaginer des modèles de fonctionnement plus résilients. Et donc créer d'autres futurs que celui dans lequel on naviguait jusqu'à maintenant. On le voit déjà, l'intelligence artificielle permet une stratégie plus personnalisée envers le consommateur. On va de moins en moins vers une consommation de masse, plus vers une consommation plus personnalisée. Est-ce que ça, selon vous, c'est aussi un des avantages de l'intelligence artificielle ? Oui, mais c'est quelque chose... Récolter des données plus précises et puis s'attaquer à des choses... Tout à fait, mais c'est quelque chose que le marketing a intégré depuis longtemps, finalement, cette capacité à profiler, à comprendre et à faire de bonnes recommandations. Là, maintenant, on va l'avoir complètement généralisé parce que les entreprises ont compris, d'ailleurs, avec la crise du Covid, que l'interaction serait la plupart du temps en ligne. Et que à ce moment-là, on allait être capable de faire des recommandations adaptées, personnalisées, et même, pourquoi pas, faire de la prédiction sur ce que va vouloir la personne ou ce qu'elle va commander. Et en fait, c'est ça qui change complètement, et je rejoins madame, on va avoir des modèles de continuité opérationnelle bien plus solides que ce qu'on a eu avant avec ce genre d'équipement. Mais ça, c'est un changement de modèle complet, Christophe Bis. Oui, puisque alors si on reste dans l'entreprise et si on revient à l'entreprise telle qu'on en parle depuis le début, l'entreprise c'était aussi un lieu qui normait, qui mettait beaucoup de règles et c'était un peu comme on dit, quand j'ai utilisé un anglicisme, tant pis, one size fits all, il fallait qu'un truc aille à tout le monde. On a bien vu aussi avec le télétravail, puisque vous parliez aussi du Covid, je rebondis sur ça, oui. C'est qu'on a vu aussi que les entreprises, elles se sont adaptées, elles ont dû trouver, pour le salarié qui avait des enfants, peut-être on le laissait travailler un peu plus tard le soir, mais on s'est mis finalement à manager comme on aurait dû toujours le faire, en fonction de l'objectif et puis en contrôlant un process. Enfin,
me semble que ça, c'est important. Donc oui, c'est une révolution qui va demander, et je rebondis sur notre troisième question tout à l'heure sur les compétences, je fais la grande synthèse, c'est que finalement, peut-être dans les métiers du futur, les compétences du futur, il y aura cette capacité d'empathie, cette capacité de faire du sur-mesure, tout en arrivant à créer toujours du collectif, parce qu'une entreprise, ça reste un collectif. C'est pas un travail facile, mais ça sera sûrement un travail passionnant pour ceux qui le mèneront, je pense. Vous avez un peu parlé de télétravail. Je voulais aussi vous poser la question sur le lieu de travail. On parle de l'entreprise du futur. On a envie de savoir à quoi elle ressemblera physiquement, concrètement. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer? On parle beaucoup donc de télétravail, d'espaces de coworking. Est-ce que les bureaux, les tours de bureaux, ça va disparaître? Là, il va sûrement se passer quelque chose. Alors là, pour le coup, ce qui s'est passé avec le Covid est vraiment passionnant parce qu'à court terme, c'est l'éloignement, on a des masques tous, là, on est prêt à se laver les mains en sortant. Et on sent bien qu'après, ça va bouger. La tour va avoir beaucoup de mal à revenir. Le coût immobilier par salarié, c'est le deuxième coût d'une entreprise aujourd'hui, il faut quand même le savoir. Donc forcément, ça va lui permettre de faire des économies. Il va y avoir des économies qui vont être faites. Il va sûrement y avoir des redéploiements aussi, peut-être une partie en télétravail, des nouveaux espaces pour discuter, pour animer, pour innover. Là, vraiment, tout est possible. Voire peut-être demain, on va aller dans des espaces virtuels où on se retrouvera. Enfin, là aussi, l'imagination est à nos portes. Délocaliser des compétences, on pourra même peut-être conduire une machine, j'ai vu de Paris, pour travailler, une machine qui travaille en Espagne. Oui, ça va changer, l'organisation de l'entreprise va complètement changer. Les salariés ne viendront pas forcément du lundi au vendredi de 8h à 18h. Non, on a quand même pris plus confiance dans le télétravail, ça clairement. Mais par contre, je crois que tout le monde a envie de se retrouver. On est quand même un animal social. Donc moi, je ne crois pas tant que ça que la configuration de l'entreprise va changer. On a envie d'être ensemble, on a envie de travailler en équipe, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on bénéficie du savoir de l'autre. C'est aussi la base de l'entreprise. C'est ce lieu finalement d'échange et de communication qui finalement est très important. Et on le voit en termes de management, ça change tout quand les équipes sont ensemble. Ingrid Kandelman, un mot là-dessus sur l'entreprise physique du futur, à quoi elle ressemblera selon vous ? Je pense qu'on est en effet dans les tensions dont vous parlez jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on se dit est-ce qu'on sera dans le tout individu ou le tout collectif, dans le lieu de travail entreprise ou dans un espace de travail disséminé entre les maisons des gens, des cafés, voilà. Ça, je pense que chacun va au fur et à mesure de ce qu'on vit, des expériences qu'on fait, placer le curseur et puis on va tous osciller à l'intérieur de ça. Mais je pense que au-delà de ces questions-là, sur la question de l'entreprise de demain, ça va être vraiment plutôt des nouveaux modèles et de savoir comment on construit la résilience dont on parlait tout à l'heure aussi. Je pense que l'entreprise du futur, c'est vraiment ça. C'est en fait l'entreprise, ça devient un organisme vivant. Elle est interdépendante de tout un écosystème et c'est ces manières de faire concrètes là qu'il va falloir inventer et qui seront vraiment l'enjeu de demain. Encore une fois, il faut rendre compatible la digitalisation et puis l'humain, le lien social, la démarche collective, collaborative. Ça va être ça l'enjeu. Oui, exactement. Un mot. Et puis, oui, bien sûr, allez-y. Allez-y. Non, allez-y, Ingrid, pardon. Oui, et puis je pense vraiment réussir à dépasser en fait l'entreprise telle qu'on l'a toujours imaginée jusqu'à maintenant, qui était une entreprise sur un site unique avec un collectif de salariés qui venaient le matin à 9h, qui partaient à 18h. Ça va forcément, et c'est déjà le cas et ça s'accélère avec le Covid, ça va exploser en éclats, donc voler en éclats. Donc c'est vraiment comment on réimagine une entreprise complètement différente. Je pense que l'imaginaire du vivant aujourd'hui, c'est celui dans lequel on est et qui peut nous permettre de construire des récits alternatifs à celui de la grande entreprise technologique à laquelle on pensait beaucoup jusqu'à maintenant quand on pensait au futur de l'entreprise. Et les salariés sont prêts à s'adapter, Christophe Biss, selon vous ? Vous l'avez vu, on l'a vu pendant la crise de la Covid. Ils sont adaptables, ils sont prêts à cette entreprise du futur. Ils sont prêts à s'adapter avec plus ou moins de bonheur selon les personnes. Par exemple, pendant la crise du Covid, on a vu que certaines études, il faudra vérifier, il faudra attendre un peu, mais que par exemple, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, c'était peut-être les jeunes qui avaient le moins aimé le télétravail parce qu'ils avaient un besoin justement d'intégration, comme disait monsieur, et d'être avec les autres, peut-être encore la bande de copains, l'entreprise encore la bande de copains. Cette parenthèse étant fermée, il y a aussi tout ce qu'on a vu sur l'aspiration au travail indépendant, qui est aussi...
Moi, j'ai souvenir d'avoir lu ou d'avoir entendu, je ne sais plus très bien, que dans certaines entreprises, si vous aviez sur un plateau un salarié sur 5 était un consultant de passage. Les entreprises, elles sont déjà flexibles, elles mélangent des gens qui sont là tous les jours, des gens qui sont de passage. Donc oui, moi, je crois aussi beaucoup que l'entreprise du futur sera résiliente, saura se réinventer. Elle ne sera pas une forme figée dans le temps, mais une sorte de... Comment dire, le mot qui me vient à l'esprit, c'est de monstres, parce qu'on pense à ces monstres qui se transforment, qui changent de forme en permanence, mais un monstre gentil alors. Y a-t-il des risques à l'intelligence artificielle aussi, peut-être, sur les transformations de notre organisation ? Non, finalement, il n'y en a pas. Ce sont de vrais fantasmes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un vrai apport. Il faut la prendre positivement, cette digitalisation, cette intelligence artificielle qui va arriver dans nos organisations. C'est positif. C'est positif à partir du moment où on la comprend. Et tout le challenge de l'entreprise, c'est que les métiers comprennent ce qu'est l'intelligence artificielle, parce qu'il y a un changement de paradigme. On ne voit plus finalement la programmation de la même manière, on ne voit pas les datas de la même manière. Et il faut comprendre quelle est l'aide que vont apporter ces technologies aux métiers. Et en fait, le grand challenge aujourd'hui des entreprises, c'est de former les métiers sur ces nouvelles technologies pour qu'elles soient à même de dire « moi j'en ai besoin là, ça va m'apporter ça ». Et aussi, quand on leur amène, de les accepter. Il ne faut pas que... parce qu'elles ne comprennent pas qu'un modèle mathématique est capable de les aider, elles le rejettent en bloc. Et une autre chose qui est très importante, on parle de la crise du Covid, mais c'est la baisse de la pénibilité. On a vu en fait pendant cette crise que beaucoup de tâches qui étaient faites manuellement ou rébarbatives ne l'étaient plus parce que les gens n'étaient pas là. Bon, il faut savoir que ces gens-là, c'est pas marrant de le faire. Alors, c'est toutes les tâches de rébarbatives répétitives, de contrôle, par exemple. C'est aussi à ça que sert l'intelligence artificielle. Voilà, ça vient quand même faire baisser le stress des salariés. Un seul exemple sur les call centers, par exemple des assureurs, les gens qui répondent sont très stressés parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont aussi dans le stress, ils doivent apporter les réponses. Si on a un assistant qui écoute la conversation et qui amène les informations, la personne est plus à même, en fait, de répondre, d'écouter. Et encore une fois, l'idée, c'est de redonner de l'humain dans l'entreprise, on en parlait tout à l'heure, mais c'est la même chose dans les services publics. Aujourd'hui, on voit que les services publics sont, moi c'est ma vision, ils sont tous dans le traitement manuel de tout ce qu'on veut, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient là, qu'ils nous expliquent pourquoi on paye, comment on paye, pourquoi il faut déclarer comme ça. C'est ça dont on a besoin. C'est pas des gens qui font le traitement derrière. On va redonner de la technologie et redonner de l'humain. Ce sera ça, l'entreprise de demain. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Ingrid Kandelman, merci Christophe Bis et merci Stéphane Roder. Merci à tous les trois. C'est l'heure de notre rendez-vous. C'est l'heure de notre rendez-vous biomimétisme. Sidney Rostand est avec nous comme tous les lundis. Bonjour Sidney. Bonjour Eva. Président et fondateur de Bioxégie, on parle aujourd'hui production d'énergie. Et justement, ce jeudi, c'est la journée internationale de l'énergie. Et vous pensez que le biomimétisme peut nous aider à relever le défi énergétique ? C'est ça, il faut se rappeler déjà d'une chose, c'est que la source d'énergie primaire dans le vivant, c'est l'énergie solaire. On en reçoit environ par an 4 fois 10 puissance 24 joules. Donc c'est-à-dire qu'en une seule heure, on reçoit autant d'énergie solaire que tout le besoin de l'humanité, de tous nos transports, nos énergies, etc., qu'on a en une année. Alors évidemment, le vivant est très efficace en matière de captation de cette énergie solaire par la photosynthèse. D'ailleurs, il y a énormément de chercheuses, ma directrice scientifique les rencontre aujourd'hui au CEA. En France, on n'a pas à rougir là-dessus, qui travaillent sur la photosynthèse artificielle. Donc comment est-ce qu'on reproduit la capacité des plantes à créer de l'énergie à partir de l'énergie solaire ? Ça pourrait avoir des applications dans l'hydrogène, par exemple. Mais on peut aussi avoir un niveau d'ambition, on va dire, plus court-termiste ou moyen-termiste, dont l'objectif est d'aller améliorer, optimiser nos énergies
renouvelables. Alors le premier exemple que j'ai à donner, par exemple, c'est dans l'éolien. Alors ça, c'est très intéressant. Dans les années 90, il y a un biologiste marin qui porte très bien son nom, qui s'appelle Frank Fish, qui s'est intéressé aux baleines à bosse. Les baleines à bosse, c'est des très grands cétacés, 15 mètres de long, 40 tonnes, mais en même temps, elles sont très, très agiles dans l'eau. Elles ont ce qu'on appelle de l'hydrodynamisme. Elles sont capables de chasser du hareng, du saumon, etc., plutôt que du krill. Il ne faut pas imaginer une baleine qui avance. En fait, elle fait des tournants très serrés. Alors ça a intéressé au plus haut point, du coup, ces chercheurs biologistes et l'armée américaine, la DARPA, l'agence de défense américaine, qui a cherché à comprendre les propriétés d'hydrodynamisme de cette baleine. Quand on regarde plus précisément sur la nageoire, en fait, vous avez ce qu'on appelle des tubercules. C'est des sortes de protubérances, des petites bosses, qui permettent d'accompagner les flux d'eau entrant sur le bord d'attaque. Et ça permet d'améliorer la portance et de réduire la traînée. Donc ça améliore, si vous voulez, l'hydrodynamisme. Ça a été transposé sur de l'aérodynamisme de pales d'éoliennes. Donc vous avez des pales d'éoliennes qui ont, on le voit bien à l'écran, qui ont des bosses en fait sur le bord d'attaque et qui ont un rendement optimisé de 20%. C'est-à-dire qu'à force de vent égal, l'éolienne produit en fait 20% d'électricité en plus. Et en plus de ça, c'est ça qui est intéressant, ça prolonge la durée de vie d'environ 25%, c'est-à-dire que votre éolienne, vous pouvez l'exploiter 3 ou 6 ans de plus. Donc ça, on voit comment le biomimétisme, sur quelque chose de totalement improbable, une baleine, peut améliorer de l'énergie éolienne. Sur l'éolienne en France ou dans d'autres pays? Alors c'est américain pour l'instant, c'est des prototypes qui sont en cours de test. L'objectif évidemment pour la boîte qui s'appelle Whale Power Systems, qui a été créée par le biologiste américain, il a obtenu des financements internationaux, c'est évidemment on va dire, généraliser la technologie et de l'exporter au-delà des frontières américaines. Le deuxième exemple que moi je trouve assez intéressant, je vais commencer par celui des... en fait, je le trouve pas mal parce que c'est aussi du marin et c'est une autre type d'énergie, c'est pas de l'éolien. Vous avez ce qu'on appelle des caches, c'est des sortes d'algues en fait, qui sont des algues géantes, qui sont attachées au plancher océanique et qui vont remonter avec une tête qui est remplie de bulles d'air, et ça permet d'aller chercher la photosynthèse juste en dessous de la surface. Elles vont en fait s'adapter au mouvement des vagues, et notamment quand vous avez des grands événements, par exemple des typhons, etc., ou des tempêtes en surface, elles vont tout simplement venir se coucher sur le sol pour ne pas être détruites. Ça, c'est très intéressant, ça a inspiré des chercheurs australiens, BioWave, c'est une entreprise qu'ils ont créée. Ils ont créé une sorte d'hydrolienne. On le voit bien à l'écran, c'est une sorte de structure verticale qui va venir être remplie de bulles d'air, donc pareil à la surface. Il faut imaginer que c'est entre 20 et 30 mètres de profondeur et qui va pivoter en fait en fonction des vagues. Et ça, c'est très intéressant puisque vous allez créer un courant alternatif qui est directement branché au sol. Donc vous créez de l'énergie marine avec ça. Et en cas de tempête, le BioWave, donc toute cette structure va venir se coucher finalement comme l'algue sur le sol pour éviter d'être détruite. Donc ça, c'est un deuxième exemple d'énergie renouvelable. Il y a des grandes recherches qui sont financées massivement par le gouvernement australien en la matière. Il nous reste juste une petite minute peut-être pour un troisième exemple sur l'énergie solaire, Sydney. Oui, tout à fait. Les panneaux solaires, on sait qu'ils ont des durées de vie assez limitées. Il y a un chercheur français qui s'appelle Serge Berthier, qui est ici en France, qui travaille sur les ailes des papillons, qui ont des nanostructures en sapin de Noël, il faut imaginer des brosses comme ça, qui viennent thermoréguler le papillon. C'est-à-dire que quand il fait chaud, le papillon, par des phénomènes de diffraction de la lumière, va rayonner de l'infrarouge, et quand il fait froid, il va capter l'infrarouge. Ça, c'est très intéressant. Ils cherchent en fait à faire la même chose sur la surface des panneaux solaires pour que le panneau solaire soit capable de résister à des chaleurs extrêmes. Et ça, c'est intéressant si on veut placer par exemple les panneaux solaires dans des zones arides ou des zones désertiques pour produire beaucoup d'énergie. Ça augmente tout simplement leur durée de vie. Encore un bel exemple du biomimétisme dans l'énergie renouvelable. Et il vous reste encore 30 secondes pour parler de photosynthèse artificielle si vous voulez. La photosynthèse artificielle, on pourra en parler la prochaine fois. Je pense que les recherches il faut imaginer que c'est de la recherche long terme. L'objectif, il est bien d'arriver à reproduire ce que fait la nature pour de l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est assez complexe parce que ça demande des investissements majeurs, mais je propose qu'on en parle une autre fois. Ça marche. Merci beaucoup, Sydney Rostand, d'avoir été encore avec nous. Aujourd'hui, fondateur de Bioxégie. Merci à tous d'avoir suivi Smartech. À suivre le Lab, 4 jeunes startups d'avenir à découvrir. Moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonne journée sur Bismart.